C'est bon, me dit Andrea Villechange. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dola, je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e saison, présentée en alternance avec ma camarade Judith Chen, qui a inauguré donc la saison la semaine passée avec une émission consacrée à l'opéra de Katsu. Ravie également de vous retrouver, Andrea Villechange qui me fait ça avec son pouce, et Arthur Lenoir. Bonsoir à tous les deux. Cette année, il sera question de théâtre, ça évidemment, il sera question de création, de grands textes, de grandes voix. Nous évoquerons avec la troupe la programmation numérique conçue par l'administrateur général en écho au programme du bac français et qui s'étoffe, qui prend de plus en plus d'ampleur, de relief. Et puis régulièrement, nous avons choisi de vous faire connaître, découvrir ce qui se passe dans les coulisses de ce théâtre si particulier que nous aimons tous, et nous allons donc vous permettre de pénétrer dans ces couloirs, dans ces sous-sols, et donc découvrir les différents métiers et celles et ceux qui œuvrent chaque jour, tous les jours de l'année, sauf le mois d'août, vous l'aurez constaté, afin qu'inéluctablement le rideau se lève. Voilà. Bonsoir, Christophe Bonsoir. Desmoulins, bonsoir Alexandre Barban. Vous êtes de ces gens-là, vous êtes de ces professionnels du théâtre qui... respectivement, vous êtes responsable du service des accessoiristes et chef tapissier, chef des accessoiristes, chef tapissier. Oui. Vous êtes donc de ces gens qui œuvrent chaque jour dans les sous-sols, dans les réserves, dans les ateliers, mais aussi au plateau, pour permettre aux pièces d'être, pour permettre à la troupe de jouer, pour permettre aux metteurs en scène, aux scénographes, aux metteuses en scène également, de concrétiser leurs projets, leur envie, de pièces et de théâtre. Alors, en quelques mots, et avant qu'Andrea Villechange ne lance un petit documentaire que vous avez tourné, Arthur Lenoir, aujourd'hui, et puis ce week-end, qui donne un aperçu de votre travail à tous les deux au quotidien, en tout cas des endroits où vous travaillez, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, chacun son tour, nous expliquer ce qu'est un accessoiriste et ce qu'est un tapissier au théâtre ? Peut-être... Je vais commencer. Allez-y. Je préfère. Un accessoiriste, nous, on est vraiment dans le domaine de la déco. On s'occupe des effets spéciaux, on s'occupe de recherche de vaisselle, par exemple, de certaines époques. Dès qu'il y a besoin de faire pleuvoir ou de la neige sur un plateau, c'est nous qui nous occupons de tout ça. On s'occupe aussi beaucoup de masques, faire des masques, des moulages, tirer les visages des comédiens, par exemple, pour tirer des bustes. Et notre métier, il est super varié parce qu'en fait, on a plein de corps de métier en fait qui s'y rattachent. On doit travailler le métal, le bois, les résines, vraiment énormément de choses. Donc les artifices aussi. Et on fait partie des équipes qui permettent que la magie opère, à un moment donné sur scène. C'est un métier qui est très chouette parce qu'en fait, il y a énormément de choses en fait à faire et c'est très varié, quoi. Donc c'est très cool. On va y revenir. Ouais. Alexandre ? Eh bien, pour ma part, nous, on est en charge de tout ce qui est mobilier sur le plateau pour les pièces. Toute la partie rideau, tapis, sol. Donc, on les confectionne. Et sur le décor aussi, on a une partie fabrication à Sarcelles sur le... Sarcelles, c'est l'endroit, une partie des ateliers, l'endroit où sont réservés, entreposés. On a une réserve de mobilier, on a à peu près 4000 meubles de tous styles différents. Et là aussi, on fabrique le décor avec les autres corps de métier, serruriers, menuisiers et décorateurs. Peintres, voilà. Oui. Ouais. Très bien, alors je vous propose de regarder ensemble ces images et peut-être de les commenter en direct. On est où là ? Alors là, on est dans le foyer des accessoiristes.
Et là, bon, il y a le petit bureau où l'équipe fait ses recherches régulièrement pour chercher des objets, taper les conduites aussi. C'est quoi, taper les conduites ? Les conduites, c'est un peu notre bible. En fait, pour chaque pièce, on a une bible sur laquelle on inscrit tous les accessoires qui sont dans les pièces et également les interventions. C'est tous les moments où on doit intervenir pendant les représentations. Donc là, c'est notre atelier. C'est à Richelieu, donc c'est sur le site là, sur lequel nous sommes. Là, c'est à Richelieu, ouais. C'est vraiment notre atelier. Là, c'est un gâteau sur lequel on est en train de travailler pour le prochain Cyrano. On fait un proto grâce à des photos que nous a envoyé Chloé, la scénographe de cette pièce. Mise en scène par Emmanuel Demas. Ouais. Voilà. Donc en fait, voilà, on voit que là, il y a plein de petits éléments, on sert de différents éléments, ça peut être du latex, ça peut être du silicone, ou des tas de choses en fait qui nous permettent de constituer des pièces pour après assembler le gâteau. Alors donc là, on c'est est un peu vertigineux. Là, c'est les labyrinthes des sous-sols de la Comédie Française. Et là, on se dirige tout droit vers notre réserve de Richelieu, parce qu'on a aussi une réserve avec du plus gros matériel à Sarcelles. Mais là, c'est notre plus petite réserve, mais qui est quand même bien fournie, bien dense. On voit des fusils, on s'en sert régulièrement d'armes, ça fait partie de notre métier. Et après, on a différentes travées où on peut voir, là, il y a toute la végétation d'un côté, beaucoup de vaisselle de l'autre. Et y a beaucoup de vieux objets et ça fait le rêve des décos en fait quand ils descendent avec nous pour choisir en fait leurs objets, leurs accessoires. Là c'est toute la partie nourriture, donc la fausse nourriture avec toute la charcuterie, les jambons, les cochons. Et la vraie nourriture, vous nous expliquerez ce que vous en faites, parce que parfois il y a des comestibles sur scène. Ah mais bien sûr. Comme le dernier Cyrano, avant celui-ci qu'on va monter, on avait beaucoup de vraie nourriture, donc soit on se fournit en fait chez différents fournisseurs, soit nous on a une partie aussi à cuisiner pour faire des choses pour que les comédiens puissent manger sur scène. Ouais. Il y a des pièces de valeur. Est-ce qu'on vous pose la question souvent ? Vous savez ? Là dans nos réserves. Il y a tellement, par exemple, des vieux bougeoirs ou des choses comme ça, c'est des très belles pièces. Après, je pourrais pas estimer la valeur réellement, mais c'est presque plus une valeur sentimentale parce que c'est des choses qui ont des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est toujours chouette d'avoir des objets comme ça qui peuvent ressortir des années après et qui sont toujours réutilisés d'ailleurs. Ça c'est le coin quoi. Ça j'essaye de voir. Ah oui, c'est tous les mannequins et là on a tous nos vases. Les mains, les pieds. Voilà, on a plein de choses. On a même une tête de notre administrateur en mousse qui est ensanglantée. Et là on a tout un buste. Oui, ça c'est plein de bustes. Alors la tête de l'administrateur ensanglantée, je suis pas sûre que vous la réutilisiez beaucoup aussi. Mais on l'a réutilisée plusieurs fois, parce que ça sert après pour. Après elle est maquillée, donc on le reconnaît plus forcément, mais ça resserre quand on a besoin de silhouettes en mousse dans différents spectacles. Donc là, c'est quoi ? C'est notre réserve, où on a tous les bagages. Alors là, ça c'est pareil, c'est des bagages de différentes époques, forcément. Selon les demandes, on va toujours un petit peu chiner. On sert beaucoup du Bon Coin, où on peut aller aussi sur des brocantes, beaucoup plus rarement qu'avant, puisque le Bon Coin, c'est quand même super pratique pour rechercher des objets, des vieux objets. Et là, on va passer à côté de la réserve de... Oui, c'est un peu tous les effets spéciaux, c'est tous les confettis dorés, tous les... On a des poudres, on a du faux sang, ça c'est le coin aussi, on a nos machines à fumer, parce que les machines à fumer, on s'en sert quand même assez régulièrement. Bon, et ça c'est plus... là c'est Sarcelles. Alors là, Alexandre, on a changé de site, on est donc sur le site de Sarcelles. Voilà, dans la réserve des meubles, donc tous nos meubles sont répertoriés par style, par travée, donc on a rangé ça par style. Chaque meuble a une housse qui a été faite sur mesure pour la protection. Il a son petit numéro et donc chaque mobilier a son numéro. On envoie des comptoises. Là, les comptoises, c'est aussi tapissier, c'est considéré comme du mobilier. On est en charge des tableaux aussi. Piano. On voit les housses justement numérotées. Ouais. Tout notre mobilier, nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est mis sur informatique. On a des fichiers pour que les scénographes, quand ils viennent choisir dans notre base de données. Donc ça veut dire qu'ils sont photographiés. Photographiés, pesés. On a tout. Ah oui, pesés. Pesés. Quand on part en tournée, en fait, on doit faire un colisage. Donc ça nous aide aussi à ça. Et parfois aussi les comédiens, selon le jeu de scène, si c'est trop lourd, on n'utilise pas ce meuble. On a des meubles qui sont estampillés et qui ont une grande valeur. Donc ceux-là, on essaye de pas trop les mettre sur scène parce que c'est pas trop leur vocation.
Donc il y a un endroit spécifique à Sarcelles pour les en fait, on les a classés, on appelle ça le mobilier musée. Donc on est en train de travailler pour peut-être qu'ils retournent justement dans des musées. Et, là, on est passé à Richelieu. Donc là, on est derrière la Seine. On est juste collé à la Seine. Et il y a une partie atelier, là, c'est le petit atelier où on fait les réfections de fauteuils. Soit pour la création, soit quand ça joue, que ça casse, on est obligé de les réparer rapidement pour, vu l'alternance, on est obligé d'être rapide. Donc, juste au-dessus de la place Colette. Hein. Ouais, ça donne sur la place Colette. Voilà. Donc là, c'est des choses qui sont en réflexion. Vous devez jouer avec les espaces dans cette... Oui, on est toujours à la chasse. En plus, là, en ce moment, on a des travaux, donc c'est un peu compliqué. Et donc là, on est chez nous et on accède directement au plateau. Donc on arrive au lointain du plateau. Et là, ils sont en train de monter le spectacle de la puce. La puce à l'oreille, donc c'est la reprise de ce spectacle de Feydeau. Oui, c'est une reprise, oui. Mise en scène par Lilo Bord, qui est un grand succès. Oui, un grand succès. Avec des décors années 50 et puis des tas de choses à imaginer. Vous avez eu du travail sur ce... Oui, on a eu pas mal de boulot. Je crois que le mobilier, le canapé, c'était une création complète. Pour être dans les codes, pour être dans les choix de déco un peu moderniste. Voilà. Donc ça fait une partie de recherche de tissus. Parfois on a des mobiliers qui sont truqués aussi. Donc il faut trouver des systèmes pour c'est un comédien. Cette pièce, sans rien dévoiler, il y a un truc à trouver. Il y a le bar. Oui, par rapport à la tournette. Il y a le bar, il y a... La fameuse sphère, MapMonde. La MapMonde, oui. Alors, parfois, on décline des objets qu'on achète ou qu'on a en stock et on les modifie pour le spectacle, pour arriver au souhait du scénographe. Et selon les répétitions aussi, ça évolue. Pardon. Pendant les répétitions, ça évolue tout le temps. Parfois, on prévoit des choses et puis on n'est pas dans la bonne direction, donc on change nos... Donc, à chaque fois, c'est des protos... sur certains sujets. Sur demande et sur lesquels vous retravaillez. Bien sûr, on adapte tout le temps en fait. Selon la demande, parfois ça ne convient plus, donc on est obligé d'adapter. Non, ça marche pas dans le jeu et tout, donc on est tout le temps en interaction forcément avec la mise en scène, avec les scénographes, parce qu'ils testent forcément régulièrement. Et puis nous on s'adapte, on fait évoluer les choses, et puis à un moment donné on arrive à trouver le terrain d'entente. Alors avant de continuer dans cette exploration de vos métiers qui ont l'air assez passionnants. Est-ce que, repartons au départ de vos histoires respectives, comment est-ce qu'on arrive ici, à la Comédie Française, et qu'on se retrouve à faire ces métiers-là l'un et l'autre, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés ici, il y a combien de temps et puis comment on devient finalement chef accessoiriste et chef tapissier, comment ça se passe? Il y a plein de manières, en fait, chacun a on a tous des parcours super particuliers. Moi, à la base, je voulais plus travailler dans le cinéma et je suis arrivé vraiment dans la déco par hasard. Et j'ai commencé d'ailleurs à travailler dans le service accessoiriste par hasard. J'ai rencontré les gens, ça a très bien passé. J'ai appris au début sur le tas. Et après, j'ai passé mon CAP d'accessoiriste au CFPTS de Bagnolet, qui est une super école où ils forment à plein de métiers du spectacle. Et les enseignants sont super bien parce que c'est des professionnels souvent, donc ils connaissent le métier. Et puis, du coup, j'ai intégré l'équipe. Et puis, après, ça fait 22 ans que je suis là quand même. Et j'ai monté petit à petit. Donc, je suis passé adjoint. Et puis, là, je suis chef du service depuis 5 ans. Voilà. Et vous ? Alors moi, parcours, donc je suis de formation tapissier, bien sûr. Tapissier, voilà. Ouais. Parce que ce que vous nous avez montré, ce qu'on devine là, en regardant notamment vos réserves, vos ateliers, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de tapisserie, de meubles classiques. Il y a des tas d'autres choses à faire. Il y a d'autres applications et d'autres... Alors déjà, les dimensions d'un théâtre, c'est pas le particulier. Et oui, c'est un autre métier. Notre base de tapissier, d'ameublement, ça nous sert énormément. Ça, c'est votre formation, en fait. Ouais, c'est la formation initiale. Donc moi, j'étais destiné à reprendre la boutique de mes parents. Mes parents étaient artisans. Et à un moment donné, j'ai voulu aller voir ce qui se passait un petit peu ailleurs. Et le théâtre. C'est le meilleur. C'est ça. Et j'ai poussé la porte ici. Enfin, j'ai emmené mon CV. Et j'ai commencé par un contrat. Et je suis jamais parti. Ça fait 25 ans maintenant. Et voilà, pareil que Christophe, j'ai gravi les échelons, et puis me voilà chef depuis 6 ans. Et alors, ces longues carrières, parce que vous êtes
jeunes, tous les deux, et Tout vous êtes là depuis... Totalement jeune. Voilà, l'âge de 2 ans et demi. Vous êtes là depuis longtemps. Ça dit votre grande fidélité à cette maison, ces longs parcours qui sont les vôtres, ceux de certains de vos camarades, parce que vous n'êtes pas les seuls. Bien sûr. Depuis longtemps, et être arrivé jeune. Oui. Sont l'une des singularités de ce théâtre. Pourquoi vous dites que vous avez envie d'aller voir ailleurs plutôt que de reprendre l'affaire de vos parents. Pourquoi est-ce qu'ici, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs? Peut-être que vous avez envie de voir ailleurs, mais vous restez. Qu'est-ce qui fait que dans des métiers comme ceux-là, artisanaux mais quand même artistiques, on est assez nourri? J'imagine que c'est pour ça qu'on reste. Oui. Déjà c'est un théâtre en alternance, donc on a tellement de pièces en même temps qui tournent, on est sur des créations en permanence que c'est super enrichissant même par rapport à d'autres théâtres. Ah oui, on s'ennuie pas. Puisqu'on reprend que c'est début de l'année, je rappelle le principe de l'alternance, ou peut-être que vous voulez le faire. Allez-y, je vous en prie. Non, j'ai peur de me tromper. Non, mais le principe de l'alternance, c'est-à-dire qu'en fait, on tourne toute la comédie. Il y a des pièces du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, une représentation tous les soirs, et le samedi dimanche, il y a la représentation de 14h et celle de 20h30. Et l'après-midi, généralement, on a des répétitions de 13h à 17h. Donc ça veut dire que le rythme qu'on a tous, nous, services techniques du plateau, c'est de démonter la pièce le matin du spectacle qui a eu lieu la veille au soir. Donc on monte le spectacle qui va répéter de 13h à 17h. À la fin de la répétition 17h, on démonte à nouveau le décor pour monter le décor de la pièce qui joue le soir. Donc ça n'arrête pas en permanence de tourner. Et ça peut être c'est 3 changements il y a 3 décors chaque jour. Voilà. Donc c'est assez ça pourrait vous épuiser, pourriez-vous dire? Non, pas forcément, c'est plutôt passionnant parce que justement, il n'y a pas d'ennui, on trouve toujours des choses à faire et on est sur un projet, on est sur un autre en même temps, il y a celui qui joue, il y a celui qui répète. C'est ça, il y a plusieurs, vous êtes sur 3 temps, on pourrait dire, c'est-à-dire le temps de la production, création des objets, du mobilier, du décor, en collaboration avec le scénographe, le metteur en scène d'un projet à venir. Il y a le temps des répétitions, j'imagine, où vous intervenez et où vous cherchez d'autres moyens, d'autres biais si les choses prévues ne marchent pas. Et puis il y a le dernier temps qui est celui des représentations. Et tout ça s'orchestre toute l'année. Quels sont les délais qui sont les vôtres, par exemple? Vous travaillez sur Cyrano, la première est pas tout de suite. On va travailler dessus pendant 2 mois peut-être. En construction, je crois qu'on a 1 mois et demi en construction à Sarcelles, mais en amont, on travaille déjà toute la phase de recherche. Parce qu'on fait nos recherches, on part d'une maquette. C'est quoi une recherche, par exemple, dans vos métiers? À quoi ça ressemble une recherche? Déjà, nous, on se base forcément sur ce qu'amène le metteur en scène et les scénographes. Donc la maquette. Voilà, donc la maquette. Donc la présentation de maquette, c'est un moment important ici, peut-être. Oui, bien sûr. Expliquer ce que c'est que cette présentation de maquette, parce que c'est... Le scénographe et le metteur en scène viennent nous présenter leur projet. Donc toute la maison, et ils viennent avec une maquette. Alors ça peut être physique ou maintenant ils nous font des fichiers en numérique aussi. Et donc à l'échelle avec tout le décor, tous les actes, tout ce qu'ils aiment, tous leurs souhaits, tous leurs vœux, j'ai envie de dire, et le déroulé des actes, donc les changements, la lumière, tout ce que ça comporte, ce que ça engendre. Et de là, nous, on commence le travail, on leur pose des questions sur le choix des matières, sur le poids, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils imaginent vraiment, et on essaye de cadrer par rapport à nos contraintes techniques du plateau, dont l'alternance. Par exemple, le cintre, c'est où on range tous les rideaux, les fermes. Moi, je parle technique, les fermes, ce sont les éléments de décor comme des murs qui sont rangés dans les cintres. Donc, comme on tourne avec 5 décors en même temps, on doit prévoir en amont. 3 montages, démontages par jour. Voilà, tous les jours. Vous parlez beaucoup du poids depuis tout à l'heure, mais c'est un sujet. C'est un sujet, mobilier, décor, pour tout. Et de là, donc, avec nos contraintes, on essaie de trouver un terrain d'entente. Et puis, une fois qu'ils nous ont orientés sur leur choix, on fait les recherches de Christophe Césac-Sessois. Et quelques temps après, on leur fait une présentation aux ateliers
on fait des prototypes pour savoir si on est dans la bonne direction. Et là, souvent il y a des corrections, on affine, et de là on part sur la production, enfin sur la construction. Donc on a un bureau d'études qui nous fait tous les plans, on travaille Oui, la Sarcelles, en fait, la Sarcelles, le bureau d'études, ils sont plusieurs dessinateurs, et donc on travaille aussi avec eux pour... moi j'ai ma vision de tapissier sur comment je vais fixer mes rideaux ou autres, et voir si ça s'articule bien avec ce que le bureau d'études veut construire. Donc on travaille. Il faut quand même orchestrer. Bien sûr, oui. Un certain nombre de corps de métier. Avec les machinistes, avec les accessoiristes, on est vraiment. On est interdépendants. Et chez vous? Nous, c'est la même chose. Enfin, on dépend toujours les uns des autres par rapport à l'espace, par rapport à des éléments qui vont être manipulés, qui doivent être légers pour que ce soit facile. Des fois, c'est l'inverse, il faut lester des choses. Enfin, donc du coup, en fait, on voit aussi avec les comédiens au bout d'un moment, parce que pendant les répétitions, eux aussi nous amènent leurs sentiments par rapport à nous. Enfin, on est assez proche des comédiens forcément, puisque ils manipulent nos accessoires, qui sont des choses qui sont assez personnelles, dont ils servent dans le jeu. Donc forcément, on apporte des petites touches régulièrement pour arranger, pour qu'ils soient plus à l'aise. Et c'est marrant parce qu'il y a des comédiens qui sont très à l'aise avec les accessoires et d'autres beaucoup moins. Donc c'est pas les mêmes demandes. Et donc on est forcément très en interaction avec eux pour que ce soit au mieux pour leur jeu. Il y a combien de types de métiers dans vos services respectifs? Parce que j'imagine qu'il y a des menuisiers. Oui, nous on a des menuisiers, ébénistes. Vous devez cuisiner. Est-ce que c'est commercial? Pour des formations. Que vous faites à manger, Christophe? Oui, non, mais ça non, il n'y a pas de cuisinier forcément. Mais par exemple, il y a des gens qui étaient plombiers au début, et qui sont passionnés en parallèle pour le théâtre, et donc leur base c'est la plomberie. Mais après ils ont appris plein d'autres choses. Mais on a des menuisiers, on a des ébénistes, des soudeurs, et généralement dans notre corps de métier d'accessoiriste, en fait on touche à tout ça. On a peut-être une spécialité en rentrant, mais après artificier. Ouais, artificier aussi, mais souvent on n'accueille pas forcément des artificiers. Nous, dans notre métier, on est quand même plus à la base menuisier, ébéniste, soudeur, c'est vraiment les bases, parce qu'avec ça, travailler le bois et le métal, on peut faire énormément de choses avec ça. Après, plus le temps passe, plus les techniques évoluent aussi, donc on a des matériaux de synthèse, on a des résines, des choses comme ça qui nous permettent avec des moules de constituer des matières plus ou moins denses, plus ou moins lourdes et plus ou moins fidèles à ce qu'on nous demande. Mais ça, ce sont des compétences que vous avez acquises sur le tas, en fait. J'imagine que lorsque vous faites une formation d'accessoiriste, on ne vous apprend pas forcément à faire des moules en résine, Si, dans la formation, moi ça fait longtemps que je l'ai faite, ma formation, et déjà on était dans la résine, sauf que les procédés évoluent. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux matériaux. Comment vous faites alors pour vous tenir au... Les formations. On a la chance de pouvoir faire des formations, donc... Nos équipes régulièrement, tous les ans, il y en a certains qui partent en formation au CFPTS ou ailleurs, mais souvent au CFPTS. À Bagnolet. À Bagnolet, ouais. Et donc du coup, ils se forment petit à petit. Je sais pas, moi, dans mon équipe, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'est formé à de nouveaux matériaux de synthèse pour pouvoir créer des formes, et c'est super intéressant. Du coup, la personne qui part en formation revient dans l'équipe, diffuse ce qu'elle a appris, et donc du coup, on en profite tous, et donc ça donne de la valeur ajoutée à l'équipe, et puis ça nous permet d'avoir des choix supplémentaires pour traiter les sujets. Concrètement, là, aujourd'hui, par exemple, vous travaillez sur quel spectacle? Et quels sont les enjeux, les difficultés que vous rencontrez sans dévoiler la surprise du scénographe et du metteur en scène ou de la là, là, on est sur Cyrano. Donc Cyrano, c'est une création. C'est une création. Voilà. Oui, là, on est en phase de répétition sur l'opéra de Katsu. L'opéra, c'est un peu différent, puisqu'en fait, ça a été répété ici, à Richelieu. Puis après, c'est parti au Festival d'Aix, où ils ont continué à monter le spectacle. Ils l'ont sur une scène tout à fait différente. Voilà, à l'Archevêché. À l'extérieur. Ils ont joué donc là-bas, et nous, on est allé, une partie de l'équipe de la comédie, voir le spectacle sur place, démonter, charger les camions pour venir tout rapatrier ici. Et là, donc, on est en phase un peu d'adaptation à notre salle, en fait. C'est ça. Oui, on se réadapte à la salle. Parce que c'est vous adaptez en fait un mobilier, un décor que vous avez conçu ici. Oui. Et qu'on a pour conçu deux salles. Pour deux salles, pour Aix. Et vous êtes en train de le réadapter pour Richelieu, puisque la première est le 23 septembre, le 25. Je l'ai noté, je le dirai là. Ne nous trompons pas. Attendez. Eh bien, je ne l'ai pas noté. Non, je ne l'ai pas noté. Parce que vous reprenez avec la puce à l'oreille, c'est pour ça.
Mais donc là, vous travaillez sur l'adaptation du décor de Quettzou, donc l'opéra de Quettzou, Bertolt Brecht, Kurt Weill, mise en scène de Thomas Ostermeyer, et sur Cyrano. Et Cyrano, donc c'était d'où ma question des délais en fait. Entre la présentation de la maquette, on a 6 la mois, production, je crois. On a à peu près 6 mois. Il y a à peu près et la première sur le plateau. Ouais, c'est ça, c'est 6 mois, si je dis pas de bêtises. Oui, à peu près. Enfin, forcément, c'est tendu ces périodes parce que vraiment, de la présentation de la maquette, après, on fait plein de réunions techniques pour, comme tu disais, en fait, c'est se mettre d'accord sur ce qu'il est possible de faire dans nos espaces, avec les autres pièces. Et donc, du coup, ça met forcément du temps parce qu'il faut qu'on sache vraiment ce qu'on doit faire, quoi. Le 23 septembre, Bravo. me dit-on, l'Opéra de Quettzou. Merci à Anne Marais. Bravo. Donc là, on est sur Cyrano et on commence à travailler aussi sur Macbeth. Ouais. Donc là, on est dans les études. Macbeth, on doit attaquer normalement la construction aux ateliers début octobre et ça va jouer en janvier, je crois, quelque chose comme ça. Début 2024. Ouais. Alors, vous parlez de votre collaboration avec les scénographes, avec les metteuses en scène, les metteurs en scène. Vous essayez de vous approcher au plus près de leur idée de départ, de ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'il y a pour vous et pour vos équipes une marge de manœuvre créative à un moment où vous pouvez trouver, je sais pas, un biais pour vous exprimer, pour proposer des choses? Il y a tout l'aspect technique. Il y a tout l'aspect technique. Donc déjà, ça c'est... L'aspect technique qui vous est propre parce que c'est vous les experts, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, quand on a un petit challenge, c'est hyper motivant. C'est trouver la bonne solution pour que ça fonctionne. Et parfois, on arrive à orienter aussi. Quand on fait nos protos, on essaie d'avoir 2, 3... si on est sur notre coup... un gâteau rose plutôt que le gâteau vert, c'est ça? Parce que ça va... Il fait ça des fois, j'ai déjà vu faire. Non, mais parfois, ça nous arrange d'avoir par exemple des accessoires plus légers parce qu'en fait, vu le nombre de pièces qu'on traite, on porte souvent, donc du coup, ça nous avantage d'avoir des accessoires légers. Si ça ne dérange pas au jeu, on privilégiera c'est d'orienter. Mais c'est pareil pour les machinistes de toute façon, parce qu'un décor qui est très lourd, vu ce qui change toute la journée, 3 changements de décor par jour, ça compte le poids. Justement, l'alternance, donc, faut penser à tout ça, c'est ça induit en fait dans toute la partie technique, c'est quelque chose que vous maîtrisez quand vous avez une équipe qui vient de l'extérieur. On parlait des Quettzou, donc Thomas Ostermeyer qui dirige l'achat au Buneux à Berlin, qui arrive avec son équipe, ils n'ont pas forcément la connaissance, l'expérience de ces impératifs techniques liés à l'alternance. C'est là où vous en fait, vous intervenez de façon beaucoup plus proactive finalement. Vous sortez de l'exécution pour aller dans la proposition. Oui. Et c'est là où finalement des équipes intégrées, c'est essentiel compte tenu de l'organisation, c'est-à-dire des équipes intégrées qui connaissent les difficultés et les impératifs. Ah oui, ça c'est primordial en fait pour nous. Ouais. Pour nous, c'est primordial. Il y a la spécificité des cintres, puisque je sais pas, vous voulez le rappeler peut-être, mais ici on ne fonctionne pas comme dans un autre théâtre. Il y a une particularité dans les changements de décor, justement le montage des montages rapides, des techniques particulières. Pour porter les décors. Pour les porter, oui. Et c'est marrant parce que quand on part en tournée, on avait la même. Vous voyez tous les deux, parce qu'on s'est un peu parlé avant, je dois dire. Je vous connaissais. Vous m'avez tous les deux parlé plusieurs fois des tournées, donc c'est quand même un élément. Donc, je le rappelle, la Comédie Française, la troupe part régulièrement en tournée, en France et à l'étranger, toute l'année même. Elle fait tourner ses spectacles. La tournée de Tartuffe se prépare. Oui. Là, fin septembre, on part. Voilà, c'est le premier spectacle qui part en tournée. Et vous partez en tournée aussi. Oui. Régulièrement. Oui. Et de plus en plus d'ailleurs. Vos équipes, pourquoi? Parce que... généralement, c'est que les responsables de service, que les chefs de service qui partent. Donc, on a l'expertise, on prépare notre décor. Parce qu'en fait, il faut adapter
Alors, à chaque aussi, salle, chaque scène. C'est fait en amont et c'est fait même quand on construit, au tout début du processus, quand on construit le décor, on pense tourner aussi. Ouais. Parce que ici, par exemple, à Richelieu, on a un plateau qui a une pente à 4%. Donc, quand on part en tournée, tous les théâtres n'ont pas 4% de pente. Donc, on réfléchit à... Qu'est-ce que ça change, la pente à 4%, par exemple ? 4% sur... À la base, c'est une question de profondeur, en fait. Mais c'est pas le cas dans toutes les salles. En tournée, on est souvent dans des salles. On est souvent à plat, donc il faut réfléchir à... parfois, on est obligé de faire des doublons de décor sur certains éléments pour rattraper la pente, où on essaie de trouver des idées pour que le décor marche dans les... la puce à l'oreille, ça a été réadapté. Ça a été réadapté, on est obligé de faire une petite adaptation pour la tournée. Et quand vous faites Electrorest à Épidore... celle-là, oui, c'était magnifique, ça, c'était quelque chose. C'était quelque chose. J'ai l'impression. Ah oui, c'était magique. Comment ça se passe ? Parce que là, on est dans une... là, on a... adaptation absolue. Oui, c'était quasi une création, pour le coup. On a quasiment tout refait. Vous êtes passé de la salle Richelieu à ce théâtre antique. À ce théâtre antique, oui. Il a fallu donc habiller... Oui. Personnellement, j'ai fait un gros boulot là-dessus parce qu'en fait. Énorme travail. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler de quelle nature était ce travail ? On a dû inventer de la boue dans laquelle les comédiens pouvaient jouer pendant toute la pièce. Pas trop glissé, donc compliqué avec la boue. Alors là j'ai du mal. Vous avez réinventé la boue. En fait, on a trouvé une recette. C'est pas de la boue classique. Il a fallu trouver des choses qui soient saines aussi pour les comédiens puisqu'ils sont plongés dedans pendant toutes les représentations. Et donc du coup, on avait des mélanges régulièrement à faire. Et quand on s'est retrouvé à Épidore, tout était au sol. Il fallait le réalimenter en eau, réalimenter en matière, mettre tout sous des bâches. Pendant le spectacle. Avant le spectacle. Pour que tout soit prêt avec la bonne texture, que tout soit vraiment. On a fait des bâches pour que la journée ça cuise pas avec le soleil. Forcément c'est de la terracotta après. Ah oui, on avait des caisses avec les instruments de musique, on a créé des couvercles avec des clims à l'intérieur pour pas que ça abîme les instruments. On a réfléchi à plein de choses. Oui, on doit anticiper en permanence. Mais alors, Christophe, une boue qui serait saine pour les comédiens et qui serait pas trop collante ou pas trop glissante, elle est faite à partir de quoi ? Je peux pas livrer mes secrets, c'est impossible. Non, mais par exemple, on met de la gomme de xanthane pour épaissir, on met des choses très saines. Après, c'était pas n'importe quelle boue, c'était de la... Est-ce que c'est bon pour la peau ? Oui, mais voilà, en fait, on a utilisé de l'argile mongolienne. Les comédiens étaient ravis. C'était très bien. Non, effectivement, en fait, cette argile dont on s'est servi, on peut s'en servir aussi pour se faire des masques, en fait. Donc, pour la peau, il n'y avait pas de souci. Et c'était super important, évidemment, vu qu'il passait pas mal de temps dans la boue. Il ne s'agit pas qu'ils ressortent avec des boutons partout, quoi. C'est normal. Non, c'est embêtant. Oui, c'est un peu embêtant. Et alors, ces tournées, quand on en a un peu discuté, vous expliquiez que c'était quand même un moment, finalement, où vous vous trouviez avec la troupe, où vous étiez, c'était un moment privilégié. Oui. Un peu plus, oui. Pourquoi ? Parce qu'ici, le temps est compté, les gens passent. Mais déjà, je pense qu'ici, l'alternance ça tourne énormément. Mais voilà, c'est ça. L'alternance fait que ça tourne énormément. Les comédiens sont au studio, Vieux-Co, ils peuvent être en tournée. Nous, on est sur plusieurs choses en même temps. On est souvent soit aux ateliers, soit en réunion, donc on se croise, mais pas... Vous passez beaucoup de temps sur le site de Sarcelles. Généralement 2 jours par semaine, oui. 2 jours par semaine à Sarcelles et puis le reste du temps ici. Et maintenant, je fais moins de spectacles aussi. Je suis plus sur des horaires de bureau que travailler le soir. Je fais plus qu'une soirée. Donc je fais qu'un spectacle par semaine. Je fais plus qu'une soirée par semaine. Donc je les vois moins. Et là, quand on repart en tournée, déjà moi je retrouve mon cœur de métier, que j'ai connu il y a 25 ans, être sur le plateau, participer aux interventions. C'est important. De revenir aux joies simples de votre métier. Ah oui, c'est un plaisir. On a l'impression de revenir un peu dans l'ambiance intermittente, c'est-à-dire en plus, la différence aussi, c'est qu'on se consacre à un seul spectacle. Donc du coup, c'est on est dédié dans l'alternance. Et puis c'est un peu l'apothéose de toute la création qu'on a fait, les répétitions, l'alternance qui s'est passée, et là partir en tournée avec Pourquoi c'est l'apothéose je trouve, la boucle est bouquée en fait. Montrer. Il y a une fierté aussi. On est accueillis dans des pays, tout le monde est ravi. Oui, souvent les gens sont
bluffés quand ils sont bluffés. Et puis surtout avec les spectacles, le Tartuffe. Ils sont bluffés par quoi? Par la maîtrise Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent ils ont un petit peu une appréhension parce qu'ils se disent, ils ont une image de la comédie française qui est énorme, donc ils se disent bon, il faut se tenir à carreau, ça va être des gens très sérieux, très pro et tout. Et en fait, pas du tout. Mais c'est pas ça. Mais on arrive à créer le lien très vite et on se rend compte qu'on est tous techniciens du spectacle et qu'en fait on bosse en Là, vous parlez de vos échanges avec les techniciens, les professionnels des théâtres qui vous accueillent. Voilà, ouais. Et souvent, non, mais après, c'est vrai qu'ils souvent ils reconnaissent l'organisation. Qu'on arrive, c'est carré, quoi. C'est posé. Il y a pas de souci en fait. Généralement, on n'oublie rien. Enfin, tout est non, on a un peu tout est bien cadré et on connaît chacun nos sujets par cœur. Ouais. Chacun dans notre partie, on connaît et ça s'imbrique. Du coup, on leur apprend à eux. Et comme nous, on se connaît très bien. Enfin, comme on bosse tout le temps ensemble, c'est une facilité. Après, on briefe les équipes sur place et ça se fait tout seul. Vous parlez de fierté. Pourquoi? Par exemple, la fierté, vous la ressentez à quel moment? Je sais pas, moi perso, je sais que j'adore Tartuffe d'Ivo Vanov, donc je suis super fier de pouvoir l'amener à différents endroits, de la faire découvrir à des gens dans différents endroits. Et puis c'est pareil, de travailler à la Comédie Française, c'est pas rien, rien que le poids historique. On vous pose beaucoup de questions, de curiosité comme ça, sur quand vous dites que vous travaillez à la Comédie Française. Les gens ont des étoiles dans les yeux, souvent. Impressionnés. Oui, forcément. Oui, bien sûr. Le côté historique, puis on se sent faire partie d'une lignée quand même. Quand on voit même dans le foyer des comédiens les tableaux avec les différentes troupes qui ont été peintes, on fait partie de cette lignée. On se dit voilà, on fait partie de cette période présente, mais ça va continuer. Et on a participé à ça. Oui, on a participé à ça. Dans vos métiers, vous faites partie d'une lignée. Il y a eu avant vous des tapissiers, des complètement, bien sûr. Ils étaient un peu moins bons que nous, mais... Ils étaient moins bons que vous. Ouais, je pense. Tout le monde le dit. C'est ça. Et c'est ça aussi, c'est le côté aussi qui est un peu familial, c'est-à-dire que toutes les générations, les anciens qu'on a connus nous ont formés à un moment donné. Ouais. Donc après, c'est une passation de jeunes et ça, c'est très chouette. Il y a un vrai travail de transmission ici sur le métier. Ah oui. Oui. Il y a des choses que vous ne pourriez pas apprendre si elles ne vous étaient pas transmises par ceux qui vous ont précédés. Je pense par exemple, ça ne relève pas de vos métiers, mais les personnes qui font les fraises ici, qui repassent au fer chaud, j'imagine qu'à part ici, on n'apprend pas dans aucune école à faire ce genre de manipulation. Alors, il doit y avoir certains ateliers dans Paris qui le font quand même. Chez Plumier, je crois. Ils doivent faire des choses comme ça. Mais... Dans les métiers d'art, des grandes maisons. Mais après, c'est vrai que les anciens nous ont enseigné des techniques qu'on retrouve encore actuellement et qu'on utilise. En fait, parfois, on veut peut-être essayer de trouver des moyens pour faire des effets qui sont un peu compliqués. On se rend compte que les techniques des anciens, en fait, c'est les plus simples. Les plus simples et c'est celles qui fonctionnent le mieux. Par exemple, on pourrait très bien avoir ce qu'on appelle des électroaimants pour lâcher des choses, mais ça peut être un peu plus compliqué que des choses. Non, j'ai pas compris. Des électroaimants pour lâcher des choses. Faut pas me dire des choses ça peut être par exemple des plumes qui peuvent être accrochées dans les cintres et ils sont tenus par des électroaimants. Et donc du coup, on a l'impression qu'elles lévitent, alors qu'en réalité... En fait, elles sont accrochées, elles tiennent par un aimant, tout simplement. Et en fait, par une télécommande, on peut lâcher cet aimant, donc il aimante plus et il lâche cet objet. Ça peut être une... Et ça, vous ne pratiquez pas l'électro? Si, on peut le faire de temps en temps, mais on a d'autres solutions qui sont... Après, c'est une installation plus lourde, et on a des systèmes archaïques, comme les tirets-lâchés. C'est des choses ancestrales. Tirets-lâchés, dans l'ancien Cyrano, à un moment donné, on avait un tiré-lâché, donc c'est un rideau qui fait la largeur de la scène qui tombe d'un seul coup. Et en fait, ce rideau, il est emprisonné dans une banne en tissu sur lequel on vient accrocher des aiguilles. Et c'est un système tout simple avec un câble, avec des petites aiguilles à X intervalles, et on tire sur un fil. Donc toutes les aiguilles partent, les anneaux. Ça décale toutes les aiguilles, ça libère le sac, et notre rideau, il apparaît un tiré lâché. Ouais. Ça, c'est spécifique à la Comédie Française ou c'est une vieille technique? Non, c'est une vieille technique. Oui, est-ce qu'il existe des techniques dont vous pensez qu'elles étaient déjà usitées à l'époque de Molière après Molière, à l'époque de la création de la Comédie Française? Je pense que ça existait, ça. Ouais. Alors, vous parliez du Tartuffe de Gilo van Hove. Il n'y a pas que du tiré-lâché
dans ce Tartuffe, il y a quand même un certain nombre de choses qui clignotent, la lumière, c'est magnifique. Et là, on est quand même dans des techniques un peu plus contemporaines. Ouais, de toute façon, comment est-ce qu'on répond à cela? Est-ce que j'imagine qu'il faut du matériel, il faut nouveau, il faut se renseigner, il faut se former. Ah bah oui, mais c'est ce qu'on fait régulièrement, comme on disait tout à l'heure, c'est que régulièrement on part en formation et puis en rencontrant aussi les gens d'autres salles, d'autres théâtres, on peut les appeler, et puis entre collègues du spectacle, on se donne des tuyaux. Nous on a fait tel spectacle par exemple, on a fait comme ça, tiens on va essayer. On a utilisé ça. Et... Ah ouais, vous avez le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs? Oh oui, bien sûr. Oui. Non, j'ai trop de boulot. Incroyable, énorme. C'est vrai que toi, tu vas boulot, t'es un gros niveau. 7 jours sur 7. J'arrête pas. Non, je préfère me consacrer à notre maison. Pas de répit pour les tapissiers. Bon, est-ce que... Donc le Tartuffe, France, Hongrie, Roumanie. Ouais. Oui. La puce à l'oreille, je crois que ce sera que la France. Oui. Cette fois-ci. Un mois après, ouais. Quand vous partez comme ça, vous partez combien de temps? Ça induit quoi pour vos équipes ici? Là, on part assez longtemps parce qu'en fait, ça s'enchaîne, oui. Ça s'enchaîne. Et là, on part fin septembre et on revient quasiment. Fin octobre. Un jour ou deux entre les différents. Et on revient, fin octobre. Et on revient même mi-décembre en fait. Attendez, vous partez 2 mois et demi? Pas entièrement, on revient 1 ou 2 jours et pour repartir ailleurs. En novembre, on a 15 jours de creux. Il y a 15 jours en novembre. Ça veut dire que vous avez l'un et l'autre des équipes ici qui sont totalement opérationnelles. Bien sûr. Voilà. On a tous des adjoints. Enfin, Alex, il a 2 adjoints, moi j'en ai un. Donc du coup, quand on part comme ça, l'adjoint prend les responsabilités que j'ai. Et puis on fait l'escalier, ce qu'on appelle faire l'escalier. Ça fait une cascade qui monte. On devient adjoint. Et puis on engage aussi des intermittents dont on a besoin pour que l'équipe reste complète. Si vous deviez conseiller une ou un jeune qui se demande ce qu'il va faire de sa vie, qui peut-être se dit pourquoi pas le théâtre, qu'est-ce qu'on lui dirait? Ouais. Je sais pas, moi je reçois tellement... Sachant que ils sont parfois un peu impressionnés par la Comédie Française, alors... Oui, j'ai beaucoup de stagiaires régulièrement tous les ans, et ils sont émerveillés la plupart du temps, et... c'est super chouette de transmettre en fait l'amour du lieu et puis l'amour du métier aussi et puis l'état d'esprit du spectacle aussi parce qu'il y a quelque chose de magique. On est technicien et on travaille pour valoriser des textes, des idées, essayer d'éveiller peut-être les consciences, les esprits dans le public. Donc c'est super chouette d'avoir cette idée en fait de savoir qu'on travaille comme ça. Ça veut dire que vous avez une compréhension et une volonté de comprendre de façon totalement globale la proposition du metteur en scène avec lequel vous travaillez. On est obligé, c'est la carotte en fait. Peut-être te laisser pas. Non, vas-y. Mais moi c'est ce que je répète souvent à mes équipes et que je dis aux jeunes gens qui viennent. C'est-à-dire que le but, c'est ça, le but final, c'est d'arriver à... Parce qu'on n'est pas que technicien, ça c'est un moyen pour arriver à quelque chose qui est intéressant, c'est forger un projet et le but c'est de plaire aux spectateurs et surtout peut-être leur apprendre des choses ou faire penser à des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. C'est éveiller les consciences comme l'art en fait en général. On fait partie de ce courant, spectacle, art, on a un peu tous les mêmes volontés et on le répète assez aux équipes qu'il faut faire attention à ne pas perdre ça parce que c'est vraiment notre but quoi. À pas perdre l'essence l'essence de le sens de ce qu'on fait en fait. C'est super important. C'est ce qui crée la motivation. Pour ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Bien sûr. Et c'est magique. Oui, carrément. Et c'est un jeune ou une jeune qui vient vous voir. C'est enrichissant. Moi, je me suis... on se le dit souvent. Vous avez des gens qui sont intéressés par vos métiers? Vous avez des jeunes qui... Ou vous avez des problèmes de recrutement? Aussi. Sincèrement. C'est compliqué. Pour ma part, c'est compliqué. Moi, je sors d'une période de plus d'un an de recrutement, c'était compliqué, mais j'ai réussi à trouver. Ça se fait, et d'ailleurs, c'est 2 jeunes. Il faut aller prêcher la bonne parole. Il faut faire découvrir ces métiers. Oui, puis c'est pas évident non plus, parce qu'en fait, il faut trouver les bonnes personnes qui aient le bon état d'esprit, qui soient vraiment dans une volonté d'état d'esprit spectacle, d'être au service d'un spectacle, avec tout ce que ça entraîne et ce dont on parle à l'instant. Donc il faut rencontrer beaucoup de personnes et puis bien sentir. Parfois on se trompe, mais c'est pas grave. Mais typiquement, mon métier de tapissier, dans les écoles, ils savent pas le théâtre. Donc maintenant, on se déplace, on fait les portes ouvertes des écoles de tapisserie pour expliquer ce qu'on fait ici.
On leur vend notre travail, on leur vend du rêve. On a eu quelques retours et j'ai embauché 3-4 personnes en intermittent qui ont fait des essais ici. D'ailleurs, il y a une personne qui est à Sarcelles en ce moment. Et parce que ils connaissent pas notre métier en fait. Enfin, oui. C'est un double métier en fait. À la base, c'est pas forcément spectacle. Non. Donc certains veulent faire du mobilier, faire du siège, et d'autres, quand on leur parle du théâtre, qu'on explique ce qu'on fait, ils sont ah ouais, ça doit être sympa. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la différence avec tapissière? Alors, le métier. J'ai posé cette question au tout début de l'émission, mais là, je suis en train de me dire. Le métier de tapissier, donc c'est tapissier et tapissière. Tapissier et tapissière. Pas la même chose. Un tapissier peut être femme et inversement. Une tapissière peut être un homme. Exactement. Le métier de tapissier, c'est vraiment travailler sur les fauteuils de tout style, fabriquer le fauteuil de A à Z. Il peut aussi, ce qu'on appelle la ville, c'est partir chez le client, faire des tentures murales, des poses de rideaux. Là, vous parlez du tapissier classique. Du tapissier classique. Et la tapissière, elle s'occupe de la confection de tout ce qui est couture. Rideaux, dessus de lit, des coutures de coussins aussi pour les fauteuils. Vraiment que la partie couture. Donc c'est 2 formations différentes. Donc, il y a un CAP de tapissier. Vous avez des tapissières dans votre équipe? Ouais, moi-même je suis tapissière. J'ai fait les 2. Vous êtes moderne. Ouais. Donc oui, on a les 2. Mais souvent les tapissières sont plus femmes. Rarement des hommes. Il y en a un petit peu, mais généralement plus des femmes. Bon. Merci à tous les deux, c'était passionnant, vraiment. Merci Alexandre Barban, merci Christophe Demoulin. Vous êtes, donc, je le rappelle, chef tapissier, mais aussi tapissière et chef des accessoiristes de la Comédie Française, qui dans quelques jours ouvrira ses portes au public le 19 septembre, reprise à Richelieu de La Puce à l'oreille, dont nous avons vu une partie des décors sur le plateau, et dans vos réserves, fait donc une pièce de Feydeau, mise en scène L'Île au bord, un grand succès, je crois que c'est la 3e, 4e reprise, suivi de l'opéra de Katsu le 23 septembre, donc Bertolt Brecht Kurzweil, mise en scène Thomas Ostermeyer, le 21 septembre, Je reviens de loin de Claudine Galéa, parce que nous n'avons pas parlé des 2 autres salles, mise en scène Sandrine Nicolas au Studio Théâtre, et puis le 27 septembre, ouverture du Vieux Colombier, avec Et si c'était eux. Voilà, texte et mise en scène de Christophe Montenez et Jules Sagot. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore de votre fidélité. La semaine prochaine, Judith Chen recevra l'équipe de Je reviens de loin, Claudine Galéa, Françoise Gillard et Adrien Simion pour Je reviens de loin au Studio Théâtre. À très vite.